À Ouagadougou, un avertissement présumé rencontre un refus. En 24 heures, des extraits circulent à grande vitesse. En 48, des présidents du Sahel reprennent l'écho, tandis que les détails restent contestés et que, paradoxalement, le silence officiel de Tel Aviv devient lui-même un signal, amplifié par les réseaux sociaux et les discussions de groupe. Que signifie pour l'auditeur quand Ibrahim Traoré dit «Nous ne répondons à personne»? Ce moment n'est pas seulement un discours, il condense souveraineté, dignité et une promesse d'unité, puis force les puissants à choisir entre réponse et silence. Ce qui suit propose une lecture précise d'un moment qui dépasse l'instant et engage des coûts réels. Le bénéfice est clair. Comprendre en 10 à 15 minutes d'attention soutenue comment une prise de parole peut reconfigurer des attentes diplomatiques, déplacer des lignes symboliques et produire des effets concrets bien au-delà de la salle où elle est prononcée. L'enjeu, lui, n'est pas abstrait. Il touche à la marge de manœuvre des États du Sahel, à la perception de la souveraineté africaine dans les capitales étrangères, et au calcul quotidien d'acteurs économiques et civiques qui évaluent risques, alliances et récits dominants. Ici, il ne s'agit ni d'héroïsation ni de condamnation, mais d'un examen factuel. Ce qui a été dit, comment cela a circulé et pourquoi certaines réactions ou absence de réaction comptent autant que des déclarations officielles. La promesse est simple: démêler ce qui relève du symbole et ce qui produit des conséquences mesurables, sans extrapolation inutile, en gardant le regard fixé sur les faits disponibles et leurs implications immédiates. En moins de 48 heures, une vidéo enregistrée à Ouagadougou passe d'une salle comble à une circulation transnationale accélérée. Ce basculement rapide, mesuré en heures plutôt qu'en semaines, révèle un écart net entre la prudence diplomatique attendue et la réception publique réelle portée par des relais numériques et des reprises politiques régionales. Le point de départ est connu: une conférence de presse sans script, sans téléprompteur, où le ton tranche avec les usages. Ibrahim Traoré s'adresse aux caméras en revendiquant souveraineté et dignité et refuse explicitement toute logique de mise en garde extérieure. Les mots sont simples, mais la scène est chargée. Uniforme militaire, salle attentive, journalistes rapprochés. Ce dispositif visuel et discursif crée une lisibilité immédiate propice au partage. Le contexte éclaire la portée. Depuis des décennies, nombre de dirigeants africains ont appris à calibrer leurs déclarations pour éviter sanctions, isolement ou pressions économiques. Cette habitude a façonné des attentes: avertissements discrets, réponses feutrées, communiqués négociés. Ici, la séquence rompt avec cette grammaire. La diffusion ne dépend pas d'un agenda médiatique centralisé, mais d'un enchaînement de captures, d'extraits et de commentaires relayés sur plusieurs plateformes, puis dans des conversations ordinaires. La reprise régionale accélère le mouvement. Des responsables du Sahel relaient les images et y associent des messages brefs de solidarité. Cette synchronisation politique, même minimale, transforme un discours national en signal collectif. À l'inverse, l'absence de réponse officielle immédiate de la partie mise en cause devient un fait en soi. Elle nourrit interprétation, renforce la visibilité du message initial et déplace l'attention vers le rapport de force symbolique. Ce mini-révélateur répond à la question posée au départ. L'impact ne tient pas seulement au contenu, mais au tempo, au relais et au contraste entre paroles affirmées et silence observé. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un catalyseur, non l'unique cause, d'un moment où circulation, contexte et attente se recomposent. La figure qui structure ce moment n'est pas présentée comme une icône abstraite, mais comme un acteur lisible dans une scène précise.
Ibrahim Traoré apparaît d'abord par sa posture. Debout, uniforme assumé, regard direct. Ce choix visuel signale une continuité avec un parcours militaire et rompt avec les codes feutrés de la diplomatie civile sans nécessité d'explications supplémentaires. La clarté de cette image facilite l'appropriation du message par des publics très différents. L'impact précoce se mesure dans les réactions immédiates. Dans les heures qui suivent, des extraits courts circulent accompagnés de commentaires simples, souvent réduits à quelques mots-clés liés à la souveraineté et au respect. Ce format bref favorise l'adhésion rapide car il exige peu de contexte préalable. Le discours devient ainsi un objet de conversation, repris dans des marchés, des campus, des groupes familiaux et des espaces religieux, bien au-delà des cercles politiques habituels. Un premier effet concret apparaît alors, la transformation d'une allocution en repère symbolique. Pour certains citoyens, elle valide un sentiment diffus d'injustice. Pour d'autres, elle ouvre un débat sur les coûts potentiels d'une telle franchise. Dans les deux cas, l'intervention agit comme un déclencheur. Elle oblige à se positionner, même provisoirement, face à une parole qui ne se dissimule pas derrière des formules techniques. Ce rôle de personnage pivot ne tient donc ni à la durée du discours ni à sa complexité, mais à sa capacité à condenser une attente collective en un moment identifiable. En somme, une scène courte, un message direct et une conversation qui s'élargit. Avant la conférence de presse, les signaux circulent à bas bruit. Des rumeurs d'avertissement diplomatique, des messages transmis par canaux indirects, des détails discutés sans confirmation publique. Dans ce cadre, la réaction attendue suit d'ordinaire à un schéma familier: temporisation, langage mesuré, recherche d'apaisement. Après la prise de parole, la séquence change de rythme et d'échelle, et les étapes s'enchaînent sans intervalle long. L'activation commence dans la salle même. Caméra fixe, microphone tendu, journaliste rapproché. Le choix de parler sans notes réduit la distance entre l'orateur et l'audience. Les phrases sont courtes, l'adresse directe. Ibrahim Traoré pose un refus explicite de toute logique de mise en garde extérieure et le fait sans détour procédural. Cette clarté initiale crée un extrait prêt à circuler, facilement découpable et partageable. Le climax survient dans les heures suivantes. Des segments vidéo apparaissent sur plusieurs plateformes presque simultanément. Les légendes, souvent minimalistes, insistent sur la souveraineté et la dignité. Les reprises politiques régionales ajoutent un second niveau de visibilité. Un message bref de soutien suffit à transformer un contenu viral en signal politique coordonné. La chronologie est serrée: quelques heures pour la diffusion massive, moins de 2 jours pour la résonance régionale. Les répliques prennent ensuite des formes variées. Dans les espaces numériques, la discussion s'élargit: commentaires favorables, mises en garde, interrogations sur les conséquences économiques. Hors ligne, le discours devient un point de référence dans des conversations ordinaires. Le contraste entre la vitesse de circulation et l'absence de réponse officielle immédiate de la partie visée alimente l'attention. Le silence dans cette séquence fonctionne comme une caisse de résonance plutôt que comme un amortisseur. Une seconde onde suit. Des médias traditionnels mentionnent l'épisode de manière limitée, parfois en marge d'articles plus larges. Cette couverture restreinte renforce paradoxalement le rôle des réseaux numériques comme principaux vecteurs d'interprétation. La hiérarchie habituelle de l'information s'inverse. L'agenda ne descend pas des rédactions vers le public, il remonte des usages vers les médias. À ce stade, la ligne d'événements produit un effet durable: la requalification d'un discours en moment charnière. Les observateurs ne débattent plus seulement du contenu, mais du précédent créé. Qu'implique le fait de répondre publiquement à des pressions supposées?
Quel coût à court terme? Quelle marge à long terme? Les réponses restent ouvertes, mais la séquence a déplacé le centre de gravité du débat. La chronologie complète, activation, climax, réplique, montre que l'impact ne repose pas sur une escalade verbale continue, mais sur un enchaînement précis. Une parole claire, une circulation accélérée, puis un vide officiel qui laisse place à l'interprétation. Dans cette ligne, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un événement isolé, mais comme le point de bascule d'un processus déjà en tension, désormais visible et discuté. Avant la séquence, la norme était une diffusion lente et hiérarchisée des messages politiques africains à l'international. Après la prise de parole, le delta est net. La circulation se compte en heures, la reprise politique régionale en jours, et l'absence de réponse officielle devient un indicateur observé et commenté au même titre qu'une déclaration. Un premier repère mesurable concerne le tempo de diffusion. Des extraits apparaissent presque immédiatement sur plusieurs plateformes, puis sont relayés dans des groupes fermés et des messageries. Cette accélération réduit l'avantage des canaux diplomatiques traditionnels, qui reposent sur des délais de formulation et de validation. En pratique, le message initial conserve l'initiative plus longtemps que d'ordinaire, car il n'est pas immédiatement recadré par une réponse officielle. Un deuxième repère tient à l'élargissement géographique. La reprise par des responsables du Sahel transforme une vidéo nationale en signal régional. Même lorsque ces messages sont courts et non détaillés, leur simple existence augmente la portée perçue. On observe un passage d'un public domestique à un public transfrontalier, ce qui modifie la lecture des coûts et bénéfices potentiels pour chaque acteur impliqué. Un troisième repère apparaît dans le contraste médiatique. La couverture limitée dans certains médias traditionnels, comparée à la forte circulation numérique, crée un écart mesurable entre visibilité institutionnelle et visibilité sociale. Cet écart est important car il montre que l'attention ne dépend plus uniquement des rédactions centrales. La preuve n'est pas dans le volume d'articles, mais dans la persistance des discussions et des reprises informelles. On peut aussi noter un quatrième indicateur dans la structure des réactions. Les commentaires et analyses se polarisent autour de deux axes quantifiables, le soutien symbolique et la crainte de représailles. Le premier domine dans les premières phases de diffusion. Le second apparaît qu'ensuite lorsque l'attention se déplace des mots vers leurs conséquences possibles. Cette séquence temporelle suggère un mécanisme récurrent, adhésion rapide, puis évaluation différée des risques. Ces éléments permettent d'interpréter le rôle d'Ibrahim Traoré sans extrapolation. Il ne s'agit pas d'attribuer un changement structurel à un seul discours, mais de mesurer comment une intervention claire modifie temporairement des indicateurs observables. Vitesse, portée, asymétrie de réponse et nature des débats. Le delta ne prouve pas une victoire politique durable. Il démontre un déplacement du cadre dans lequel les interactions sont perçues et discutées. Enfin, ces preuves quantitatives, même limitées, éclairent la question ouverte au départ. L'impact ne se lie pas uniquement dans des décisions formelles, mais dans des métriques indirectes, délais de réponse, relais régionaux et intensité des échanges. Elles indiquent que, pour un temps au moins, la dynamique habituelle a été perturbée, obligeant chaque acteur à recalculer sa position dans un espace d'attention devenu plus rapide et moins prévisible. L'argument le plus solide des critiques part d'un constat pragmatique. Une rhétorique aussi frontale, disent-ils, expose un pays déjà vulnérable à des coûts immédiats, pression économique, réduction de coopération, refroidissement diplomatique. Dans cette lecture, la prudence n'est pas une capitulation morale, mais une stratégie de survie dans un système international asymétrique, où les rapports de force matérielle comptent davantage que les symboles. Un second argument, tout aussi sérieux,
concerne l'efficacité. Les sceptiques soutiennent que les discours, même viraux, ne remplacent pas les institutions. Sans relais administratif robuste, sans politiques économiques coordonnées, une prise de parole risque de produire surtout des attentes élevées, difficiles à satisfaire. Le danger serait alors une dissonance entre l'élan symbolique et la capacité réelle à transformer cet élan en résultat tangible, ce qui pourrait nourrir désillusion et fatigue politique. Ces deux points méritent d'être pris au sérieux. Ils rappellent que l'histoire récente regorge d'exemples où des déclarations audacieuses ont été suivies de retours de bâtons coûteux. Ignorer ces précédents reviendrait à confondre courage et imprudence. La réponse fondée sur les faits observables nuance toutefois ces craintes. D'abord, la séquence étudiée ne montre pas d'escalade immédiate des sanctions ou des ruptures formelles. Elle montre surtout une reconfiguration de l'attention et du débat. Ensuite, l'effet principal mesuré n'est pas institutionnel à court terme, mais cognitif. Attentes déplacées, seuil de parole modifié et coordination régionale rendue plus visible. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme celui qui résout, mais comme celui qui teste les limites du disciple. Autrement dit, dans la version la plus solide de la critique, une tension réelle apparaît entre prudence et affirmation. La réplique n'abolit pas le risque, elle montre que le risque existe déjà et que la stratégie choisie consiste à l'exposer plutôt qu'à le dissimuler. Ce choix n'est ni une garantie de succès, ni une erreur manifeste. Il redéfinit simplement les termes du calcul. Ce basculement tient moins à une nouvelle déclaration qu'à l'absence prolongée de réponse officielle. Dans un cycle médiatique habituel, le contre-discours arrive vite pour refermer l'interprétation. Ici, l'intervalle s'étire et change la lecture. Le vide informationnel ne neutralise pas l'événement, il l'amplifie, car il laisse les relais numériques et politiques fixer le cadre initial. À ce point médian, l'angle se renverse. L'attention ne porte plus sur la véracité des avertissements supposés, mais sur ce que signifie ne pas répondre. Pour des publics régionaux, ce silence est interprété comme une reconnaissance tacite du rapport de force symbolique créé par la séquence. Pour d'autres, il signale une hésitation stratégique face à une parole qui n'emprunte pas les canaux habituels. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi au centre d'un changement de cadrage. Son intervention n'est plus évaluée uniquement pour son contenu, mais pour sa capacité à imposer un tempo. Le message initial conserve l'initiative car il n'est pas dilué par une joute verbale officielle. Cette dynamique modifie les attentes, répondre devient un choix coûteux, se taire aussi. La révélation est là. Dans un environnement saturé de réactions rapides, la retenue peut déplacer le pouvoir d'interprétation. Ce n'est pas une victoire déclarée, mais un déplacement du jeu, où le contrôle du rythme compte autant que les mots prononcés. Les effets de cette séquence se déclinent différemment selon les acteurs, et c'est à ce niveau que l'on peut mesurer des conséquences tangibles, même sans décision formelle immédiate. Pour les États, d'abord, le précédent modifie les seuils de parole. Des gouvernements du Sahel observent qu'une réponse publique directe n'entraîne pas automatiquement une sanction instantanée. Cela n'élimine pas le risque, mais élargit l'éventail des options discursives. Le coût perçu du silence comme de la franchise est désormais intégré dans les calculs diplomatiques. Pour les entreprises, l'effet est plus indirect mais réel. Les investisseurs et partenaires commerciaux scrutent la stabilité narrative autant que les indicateurs économiques. Une prise de position ferme, suivie d'une absence de réplique officielle, introduit une phase d'incertitude interprétative. Certains acteurs y voient un signal de volatilité politique, d'autres un signe de redéfinition des règles. Dans les deux cas, les décisions d'attente, de gel ou de diversification des partenariats deviennent plus probables à court terme.
Du côté des citoyens, l'impact est immédiat et visible. Le discours devient un repère émotionnel et cognitif. Pour une partie du public, il renforce un sentiment de fierté et de reconnaissance symbolique. Pour une autre, il suscite des interrogations pragmatiques sur l'emploi, les prix et l'accès aux services si des pressions extérieures devaient y s'intensifier. Cette polarisation n'est pas un échec. Elle traduit l'entrée du débat dans l'espace public ordinaire, au-delà des cercles spécialisés. À l'échelle de la région, enfin, la conséquence la plus notable est la synchronisation narrative. Des messages de soutien, même brefs, créent l'image d'un front plus cohérent qu'auparavant. Cette perception compte car elle influence la manière dont des acteurs extérieurs évaluent la possibilité de réponses différenciées ou de stratégies de division. Ibrahim Traoré s'inscrit ici dans une dynamique collective plus large où l'individu sert de point focal sans épuiser le sens de l'ensemble. Pris ensemble, ces effets ne constituent pas une transformation structurelle immédiate. Ils dessinent plutôt un champ de possibilités modifiées. Les coûts et bénéfices de parler, de se taire ou de coordonner changent de pondération. C'est dans cet ajustement progressif, observable acteur par acteur, que résident les conséquences les plus durables de la séquence. Trois trajectoires plausibles se dessinent sur les 6 à 12 prochains mois, sans attribuer de probabilité, mais en clarifiant les conditions qui les rendent possibles. Le scénario de base repose sur une normalisation progressive. Si aucune mesure formelle de rétorsion n'est prise et si les échanges diplomatiques reprennent par des canaux techniques, alors l'épisode restera un repère symbolique durable sans déboucher sur une rupture opérationnelle. Les discussions continueront, mais avec des seuils de franchise légèrement relevés, tant dans la région qu'au-delà. Le scénario optimiste suppose une coordination renforcée. Si les États du Sahel transforment l'élan narratif en mécanismes pratiques, consultations régulières, positions communes, messages synchronisés, alors la séquence initiale pourrait servir de levier. Dans ce cas, la parole affirmée devient un outil parmi d'autres, soutenu par des gestes institutionnels modestes mais visibles. Ibrahim Traoré serait alors perçu non comme une exception isolée, mais comme un signal d'un changement de méthode partagée. Le scénario défavorable s'ouvre si des pressions économiques ou politiques ciblées apparaissent. Si des partenaires réduisent leur engagement ou conditionnent davantage leurs relations, alors le coût de la séquence augmenterait rapidement. L'effet symbolique pourrait se retourner en contrainte, obligeant à des arbitrages internes difficiles. Ce scénario mettrait à l'épreuve la capacité de résilience économique et la cohésion régionale. Une recommandation de lecture traverse ces trois hypothèses. Il s'agit de distinguer les gestes irréversibles des signaux réversibles. Une déclaration publique engage la perception. Des décisions structurelles engagent les capacités. Si l'on confond les deux, l'analyse devient instable. Si on les sépare, on peut évaluer plus finement les marges de manœuvre. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils cadrent un espace de choix. Le point commun est clair. La séquence a déplacé le terrain sur lequel ces choix seront jugés et a rendu plus visibles les coûts du silence comme ceux de la parole. À ce stade, la question se rapproche de l'expérience de ceux qui observent sans être décideurs. Les effets ne sont pas uniformes et c'est précisément cette hétérogénéité qui mérite attention. Pour un premier groupe composé d'étudiants et de jeunes actifs, la séquence agit comme un repère narratif. Elle reformule ce qui semblait intangible: souveraineté, respect, en images et en mots simples, faciles à discuter et à transmettre. L'impact se situe alors dans la perception de ce qui est dissible publiquement. Un second groupe, plus directement exposé aux contraintes économiques, lit l'épisode à travers le prisme du quotidien. Les interrogations portent sur les prix, l'emploi, l'accès aux services et la stabilité.
Ici, la parole affirmée est évaluée non pour sa force symbolique, mais pour ses effets potentiels sur des équilibres déjà fragiles. Le débat devient pragmatique, parfois inquiet et appelle des réponses concrètes plutôt que des slogans. Un troisième groupe, enfin, observe depuis l'extérieur immédiat, diaspora, partenaires, analystes. Pour eux, l'intérêt réside dans la méthode. Comment un message circule-t-il sans passer par les filtres habituels? Comment le silence officiel peut-il reconfigurer l'interprétation? Ces questions dépassent le cas précis et s'appliquent à d'autres contextes où la communication précède l'institution. Ce lien avec le spectateur ne cherche pas à produire une adhésion automatique. Il invite à un exercice plus modeste. Reconnaître que chacun évalue la même séquence avec des critères différents. L'utilité de l'analyse est là. Elle offre des repères pour situer sa propre lecture, sans exiger un alignement émotionnel ou politique. En ce sens, l'épisode sert de miroir. Il reflète moins une vérité unique qu'un ensemble de préoccupations partagées articulées autour d'un moment devenu commun. À partir des éléments observables, une feuille de route pragmatique peut être esquissée sans ajouter de faits nouveaux, ni promettre des résultats garantis. Elle repose sur des étapes séquencées, chacune mesurable par des signaux simples plutôt que par des proclamations. La première étape concerne la clarification. À court terme, il s'agit de préciser par des canaux techniques ce qui relève du message symbolique et ce qui relève des positions opérationnelles, afin de réduire l'incertitude interprétative chez les partenaires et les acteurs économiques. La deuxième étape touche à la coordination régionale. Des consultations régulières, même informelles, permettent d'aligner les calendriers et d'éviter les dissonances publiques. Ce travail discret ne produit pas de titres immédiats, mais il stabilise le cadre dans lequel une parole affirmée peut s'inscrire sans isolement. La mesure ici est simple: cohérence des messages et absence de contradiction visible. La troisième étape porte sur la gestion des attentes internes. Expliquer ce qui peut changer rapidement et ce qui demandera du temps réduit le risque de désillusion. Cette pédagogie est un indicateur clé car elle se lie dans la nature des débats publics. Questions concrètes plutôt que attentes absolues. Une quatrième étape concerne la capacité d'absorption des chocs. Prévoir des marges, diversifier les échanges et maintenir des canaux ouverts limite l'impact d'éventuelles pressions. Le succès ne se mesure pas à l'absence de contraintes, mais à la capacité à les amortir sans rupture. Enfin, la cinquième étape est celle de l'évaluation continue. Observer délai de réponse, tonalité des échanges et relais régionaux permet d'ajuster la trajectoire. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'initiation, mais la durabilité dépend de processus collectifs et mesurables. Cette feuille de route ne garantit pas une issue favorable. Elle propose un chemin lisible où chaque étape peut être observée, corrigée ou suspendue selon les signaux reçus. Le retour au motif initial éclaire la portée du moment. La scène de départ, une salle dense, des caméras rapprochées, une parole tenue sans appui, revient comme un fil conducteur. Ce n'est pas la durée du discours qui persiste, mais l'image simple d'un dirigeant assumant une adresse directe. Ibrahim Traoré réapparaît ici non comme une figure isolée, mais comme le point où des attentes diffuses se sont cristallisées, le temps d'un instant lisible. Ce rappel émotionnel n'efface pas les contraintes. Les défis restent lourds, les équilibres fragiles et la construction d'institutions exige patience et continuité. Pourtant, quelque chose a été déplacé. La mémoire collective conserve la trace d'un moment où le langage a cessé d'être purement défensif. Cette trace agit comme un repère mobilisable dans des discussions ultérieures, même lorsque l'attention médiatique s'est déplacée ailleurs. L'effet de rappel fonctionne ainsi, avec une scène courte, un message clair, puis une conversation durable. Il ne promet pas un aboutissement certain.
Il rappelle simplement que des seuils peuvent être franchis et que la perception de ce qui est possible peut évoluer avant même que les structures ne changent. La phrase clou s'impose alors sans emphase inutile. Le courage peut précéder les résultats. C'est dans cet écart entre l'instant et le long terme que la conclusion trouve sa force. La séquence se referme sans injonction forte, mais avec une invitation à la réflexion partagée. Ce moment n'appartient ni à un seul dirigeant, ni à un seul pays. Il circule désormais comme un symbole ouvert, interprété différemment selon les trajectoires, les intérêts et les expériences. L'enjeu n'est pas d'adopter une lecture unique, mais de reconnaître que le cadre du débat a bougé et que ce déplacement mérite d'être interrogé collectivement. Observer, commenter, comparer des points de vue constitue déjà une forme de participation. Les discussions qui suivent, qu'elles portent sur la souveraineté, les coûts économiques, la communication politique ou le rôle du silence, prolongent l'événement au-delà de sa temporalité initiale. Elles contribuent à transformer un instant médiatique en matière de réflexion durable. La question laissée ouverte n'appelle pas de réponse immédiate. Elle sert de point de départ. Comment juger à l'avenir les paroles publiques face aux pressions extérieures? Quels signaux considérer comme décisifs et lesquels relèvent du bruit? En partageant analyse, désaccords et nuances, chacun participe à clarifier ses repères. Le dialogue, ici, n'est pas une conclusion, c'est la suite logique.